Et invité exceptionnel d'affaires suivantes ce samedi, maître Béatrice Zavarro. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci à invitation vous. avec Dominique. Merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous allez parler en longueur depuis le début de ce procès. Et vous attendiez, ce que vous nous disiez à l'instant, que les semaines aient avancé pour avoir des choses à nous dire. On va revenir avec vous sur la personnalité de Dominique Pellicot, sur les faits qui lui sont reprochés, sur le contexte dans lequel ce procès se déroule. Mais d'abord, pour commencer, peut-être une question plus personnelle à vous. Est-ce que vous vous étiez préparé à l'ampleur, je veux dire, sociétale, presque politique, qu'allait prendre ce procès? Absolument pas. Je m'y préparais pas parce que je pensais initialement que ce procès se déroulerait à huis clos, que Madame Pellicot a surpris, je pense, tout le monde en demandant la levée de ce huis clos, Oui. et que la levée de ce huis clos a fait ouvrir la porte et a permis effectivement toutes les incidences dont vous venez de parler, à savoir sociétales, peut-être législatives aussi, nous ne savons pas encore à ce moment-là précis, mais quoi qu'il en soit, non, je ne m'attendais pas à une telle ampleur et une telle envergure de cette affaire. Tout Et à fait. la presse mondiale s'intéresse à ce dossier. Vous nous disiez tout à l'heure à Philippe et moi, avant d'entrer en plateau, vous étiez, racontez-nous au téléphone tout à En l'heure. fait, tout simplement, je rentrais d'Avignon parce que nous sommes en semaine et que le week-end, je rentre à mon domicile et je rentrais vers Marseille. Et puis, j'ai eu un appel téléphonique de Radio Bogota et je me suis retrouvée en direct avec Bogota pendant 55 minutes sur un tronçon d'autoroute avec un WhatsApp à l'appareil et il y a pu avoir un interprète sur le plateau à Bogota. Ils étaient en direct, ils ont profité de mon appel et j'ai pu discuter avec eux pendant 55 minutes. Radio Bogota. Enfin, c'est quelque chose d'un peu lunaire parce que je m'y attendais pas et parce qu'en même temps, ça m'a permis aussi d'envisager cette ampleur et d'apprécier cet impact effectivement, alors mondial peut-être, je sais pas, Oui, mais Ouais. en tout cas, oui, un vous le impact confirmez. réel et caractérisé, oui, C'est dire la force de ce procès qu'on va essayer de commencer à décrypter, évidemment, bien à sûr, mi-parcours avec vous. bien sûr. Euh, D'abord, avec Dominique, on se demandait assez simplement comment s'est passée votre première rencontre avec Dominique Pellicot. Très simplement. C'est-à-dire que j'ai reçu sa lettre, je suis allée le voir, il a été très spontané, très direct, très transparent sur les faits qu'il occupait. Après, c'est une question d'usage, c'est est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez pas. Donc, avec un temps de réflexion dont je vous avoue que j'ai pas gardé vraiment une longueur de temps, on va dire, mais un homme qui a été transparent et spontané. Voilà. J'ai eu un échange avec lui très clair. Donc, aussitôt qu'il m'a rencontré, aussitôt il m'a expliqué les raisons pour lesquelles il était incarcéré et ce qui s'était passé. On se rappelle quand même qu'on est en mars 2021 et qu'à ce moment-là, on ne connaît pas encore l'ampleur du sujet parce qu'il y a une première vague d'interpellations en février 21, mais nous ne sommes qu'au début des interpellations. Il y a aussi un épisode, enfin, il y a une sorte d'accord où on ne doit pas vraiment ébruiter le sujet parce qu'il y a des interpellations à venir et les autorités policières et judiciaires ne veulent pas à juste titre que tout ceci Oui. soit perturbé. Donc on est au tout début du processus. Et en tout cas, pour répondre à votre question initiale, pardon, oui, l'entretien s'est bien déroulé. Oui, tout à Qu'est-ce fait. qu'est-ce qui se passe dans votre tête d'avocate et qu'est-ce qui se passe dans votre tête de femme quand il vous raconte tout ça? Alors, je vais prendre votre question en deuxième position, c'est-à-dire que je ne suis pas une femme sur le sujet au démarrage. Oui. Je suis un avocat, parce que je dis, pardonnez-moi, que je suis avocat, mais pas avocate, donc ça c'est Ah. encore un autre débat, mais Et c'est quoi très qu'il en difficile pour soit, nous, les hommes, de vous dire avocat, avocate, parce qu'il j'entends suffit bien. qu'on dise l'un pour que ce soit l'autre. J'entends bien. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien de plus que ce qui peut se passer, pardon, quand vous êtes désigné dans un dossier. C'est-à-dire que l'individu vous fait confiance. Il vous demande de lui faire confiance aussi. Et puis, je lui dis très simplement que je vais voir le dossier, qu'on va en discuter, qu'on va y réfléchir. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Encore une fois, à ce moment-là, j'ai pas la notion de ce qui va se passer après. C'est-à-dire que pour moi, ça reste Dominique Pellicot qui m'a désigné et avec qui je vais échanger régulièrement sur ce sujet, avec qui je vais préparer les interrogatoires à venir, peut-être des confrontations, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer, donc on peut supposer qu'il va y avoir des confrontations. Mais voilà, je suis dans un état d'esprit de quelqu'un qui rencontre quelqu'un qu'il ne connaît pas et qui lui demande d'assurer sa défense. C'est votre première rencontre. Il y a évidemment de nombreux échanges pour préparer le procès. Il y a cette première phase du procès qui est entamée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sauriez nous dire qui est Dominique Pellicot?
Dominique Pellicot et alors là, je trahis rien parce que les experts sont venus à la barre déposer, donc les 2 experts psychiatres, le docteur Layé, le docteur Bensoussan, qui a été missionné par le juge d'instruction pour un aspect très global de la personnalité de Monsieur Pellicot et davantage aussi sur le volet sexualité, puisque le docteur Bensoussan est sexologue également. Dominique Pellicot est un homme que vous pourriez rencontrer normalement. Je veux dire, il a rien d'exceptionnel, Dominique Pellicot, sauf que il a une personnalité, ce que les experts ont appelé une personnalité clivante. C'est-à-dire avec un côté Dominique Pellicot que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie, que tout le monde côtoie, à qui les gens peuvent demander des services et qu'il rendra volontiers, et un côté plus obscur que personne ne connaît, qui est celui que nous étudions depuis le 2 septembre et que nous avons étudié durant toute cette instruction. Il a une phrase durant le procès pour se définir. Il dit « Je suis un violeur. On ne naît pas comme ça, on le devient ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dominique Pellicot estime que les traumatismes de l'enfance qu'il a subis ont pu concourir à la fabrication de sa personnalité d'adulte. C'est-à-dire, il faut se rappeler, là aussi je ne trahis rien, il faut se rappeler que c'est un homme qui, à 9 ans, est victime d'un viol au sein d'une structure hospitalière dans laquelle il est hospitalisé pour une blessure à la tête. C'est un homme qui va constater et à qui qu'on va vouloir faire participer à un viol collectif sur un chantier quand il a 14 ans. Et c'est un homme qui va être le témoin involontaire de scènes de violence sexuelle, parce qu'il n'y a rien de glamour dans ce qu'il va voir entre son père et sa mère. C'est-à-dire une mère avec des mains attachées dans le dos, avec un père qui force la mère à agir, à faire des choses. Tout ça sous les yeux d'un gamin qui est complètement ahuri de voir ce qu'il voit. Voilà. Et son frère lui dit à l'audience, tu mens. Quand tu racontes ça, quand tu racontes notre enfance, cette enfance-là, notre mère attachée, tu mens, tu ne dis pas la vérité. Alors qui dit vrai, lui ou son frère? Je pense que celui qui dit vrai, c'est celui qui l'a vu, parce que Joël Pellicot n'était pas sur place quand ça s'est passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a un enquêteur de personnalité qui vient à la barre et qui rappelle quand même que Joël Pellicot va avoir, comment dire, le réflexe de toujours casser ce que Dominique Pellicot a pu entreprendre. Donc je lui fais remarquer d'ailleurs qu'à chaque fois qu'elle explique ce qu'a pu faire Dominique Pellicot, ce qu'il a pu envisager, Joël Pellicot vient casser cet élan. Et on sent vraiment qu'aujourd'hui, je pense que Joël Pellicot n'apprécie pas son frère, ça c'est une chose, mais qu'il ne veut pas être associé à ce frère. Et donc il a pour tendance à vouloir, donc, tout le temps casser le personnage. Après, vous n'étiez pas à l'audience, mais je peux vous le dire, c'est qu'à l'issue du témoignage de Joël Pellicot, Dominique Pellicot a pris la parole et a expliqué à Joël Pellicot que c'était lui qui mentait, qu'il avait une mémoire très sélective et qu'il y avait certaines choses qu'il avait largement oubliées ou qu'il se plaisait d'oublier. Donc je ne pense pas, pour répondre à votre question, que celui qui ment n'est pas celui que je défends. Posez la question. Il y a l'histoire de Dominique Pellicot, que vous venez de nous rappeler, et puis il y a les faits. Les faits terribles, impardonnables, tout à fait. Difficilement qualifiables, commis par Dominique Pellicot. Là encore, basons-nous sur ce qu'il raconte lui-même durant ce procès. Le 18 octobre dernier, il est auditionné, et il est auditionné par le juge sur la manière dont il drogue Gisèle Pellicot, pour ensuite la soumettre à des hommes. Et il raconte, c'était des doses, il parle de Temesta, préparées à l'avance, en fonction du rendez-vous. Le Temesta était stocké dans des pipettes, il préparait le dîner, il glissait ce Temesta dans la nourriture qu'il allait porter à sa femme. On a du mal à ce moment-là à entendre cette personnalité clivée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une préparation de l'acte, il y a un empoisonnement de Gisèle Pellicot, il y a ensuite ces hommes qu'il va accueillir. Tout cela est très préparé. Oui, mais ça rentre dans le processus. Alors, pour revenir sur ce que vous veniez d'indiquer, ce ne sont pas des doses préparées à l'avance en fonction, pour reprendre vos propos, entre guillemets, en fonction du rendez-vous. Fermez les guillemets. Ce sont des doses préparées à l'avance qui sont toujours les mêmes. Dominique Pellicot a toujours dit qu'il n'avait jamais dépassé la dose de 3 Temesta à 2,5 mg, ce qui est déjà énorme en soi. Et il avait pris renseignement auprès d'un infirmier, de quelqu'un qui se faisait passer pour infirmier, sur les réseaux sociaux, pour évaluer la bonne dose pour que Gisèle Pellicot ne se réveille pas. Lequel infirmier lui avait bien dit qu'il ne fallait pas dépasser 8 mg, c'est-à-dire, alors, en dosage, ça fait 2,5 mg par comprimé, ce qui fait 7,5 mg, mais pas au-delà.
Et donc, ce n'est pas une préparation en fonction du rendez-vous. En revanche, pour rejoindre ce que vous veniez de m'indiquer, à savoir que ça reste de la préparation, oui, ça reste de la préparation, nous sommes d'accord, mais ça reste aussi dans le processus de cet homme et dans la face obscure de cet homme. C'est-à-dire que vous avez encore une fois un Dominique Pellicot qui va commencer à entamer ce processus criminel à un moment particulier de la journée parce qu'il va y avoir des rendez-vous pris. Mais il y a pas de, ça reste malgré tout, ça reste dans la dépendance du clivage. C'est parce que le Dominique que Madame Pellicot connaît n'est pas le Dominique qui agit comme ça la nuit. Donc nous sommes encore une fois sur deux personnalités bien distinctes. Comment est-ce qu'il recrutait les violeurs, ses complices, et puis il filmait, il participait parfois au viol. Comment est-ce qu'il vous explique ces actes? Alors, déjà, il ne recrute pas les violeurs, parce qu'il y a eu un grand débat à la Cour, et je souhaite le respecter. Il est question de ne pas appeler ces gens-là les violeurs. Rappelons-nous quand même que sur les 50 personnes hors Dominique Pellicot, sur les 50 co-accusés, 35 contestent la qualification, 15 l'acceptent. Donc je resterai sur les 15 et sur les 35. Voilà. Sur le terme Donc, nous avons considéré qu'il valait mieux parler des contacts et non des violeurs. Ça se passait par le site Coco. Coco.fr, ou qui est devenu ensuite Cocoland, avec une annonce qu'il faisait paraître, avec un pseudo qui interpellait. Il était contacté, il donnait son annonce, et une fois l'annonce, annoncer, c'est pas le terme, c'est un pléonasme, mais une fois l'annonce édictée, un échange avait lieu et un rendez-vous était pris. Voilà. Quel rôle jouait-il avec ces personnes? C'est aussi clé dans ce procès. Il y a eu un expert psychiatre qui a parlé, François Amic, qui a été entendu. Il a entendu 10 des 50 co-accusés. Oui. Et il dit ces gens, qui étaient recrutés par Dominique Pellicot, étaient sous l'emprise de Dominique Pellicot. Il les mettait en scène, il les choisissait notamment parce que c'était des bons dupes, je reprends le terme qu'il a utilisé. C'est un manipulateur, Dominique Pellicot, c'est quelqu'un qui a exercé une emprise sur ces personnes. Alors, vous touchez du doigt un point très sensible de cette affaire, parce que quand le docteur Amic est venu à la barre, je lui ai simplement posé la question de savoir s'il aurait aimé expertiser Dominique Pellicot. Le fait est, c'est qu'il n'a pas expertisé Dominique Pellicot. Donc, à juste titre, j'ai considéré que toutes les hypothèses et toutes les conclusions qu'il pouvait tirer sur Dominique Pellicot n'étaient pas forcément à bon escient, dans le sens où il n'avait pas rencontré Dominique Pellicot. Mais peut-être que le récit des co-accusés peut suffire pour un expert à comprendre le mécanisme d'emprise. C'est justement, monsieur. C'est-à-dire que les conclusions du docteur Amic sont prises sous le prisme des dires des accusés qu'il a rencontrés. Ces accusés contestent parfois les faits, certains n'en contestent pas et d'autres les contestent. Donc, pour venir parler de Dominique Pellicot, encore fallait-il le rencontrer. En revanche, le docteur Amic a bien dit, pour ne pas tirer des conclusions hâtives, qu'il voulait absolument rectifier le tir et dire bien que les conclusions qu'il énonçait à la barre étaient encore une fois les dires des 10 personnes qu'il avait examinées et n'étaient pas un état général de la situation. Des détails très précis, quand Dominique Pellicot, c'est ce que racontent ses co-accusés, leur dit « Alors pardon, il est 13h15, tu ne bandes pas assez, vas-y plus fort », qu'ils jouent les coachs sportifs, c'est l'expression utilisée, ou les coachs sexuels. Il a un rôle. C'est ce que je disais au docteur Amic. Je disais, pour être un coach sexuel, encore faut-il avoir un disciple. Et en général, le disciple est consentant. Donc, on se retrouve dans deux situations qui sont quelque peu ambivalentes, si je puis dire. C'est-à-dire que ce que vous dites, à juste titre, puisque c'est le docteur Amic qui le dit et qu'il ne fait que répéter ce qu'on a pu lui dire. Mais est-ce vraiment la réalité? Est-ce vraiment ça? Est-ce que ce sont des propos qui ont vraiment été tenus par Dominique Pellicot? Est-il arrivé, maître, que des hommes fassent demi-tour? Pardonnez-moi? Que des hommes fassent demi-tour, arrivent, disent non. Il y a dans cette prévention 2 hommes qui ont eu un contact avec Dominique Pellicot, qui ont échangé avec Dominique Pellicot et qui ont été placés sous le statut de témoin assisté, parce que quand ils ont compris l'annonce qui était faite et l'enjeu de la situation, ils ont considéré que c'était un viol. Et ils ont dit qu'ils ne devaient pas y aller. Et ils se sont dit qu'ils ne devaient pas y aller. Donc, ils ne sont pas venus. Et ils ont été placés sous le statut de témoin assisté.
Et donc, ils n'ont pas été mis en examen par le juge d'instruction. Ils sont venus témoigner en tant que témoins à la barre. Ils ont juste eu un contact téléphonique, c'est Oui, ça un contact téléphonique, un contact sur Coco, un contact téléphonique et un échange avec Dominique Pellicot. Et cet échange leur a montré, leur a fait dire que ce qu'il proposait n'était pas adéquat. Pourquoi sont-ils témoins assistés? Puisqu'ils peuvent dire non, voilà. Pourquoi ils ont été témoins Ils ne sont pas assistés? du tout dans l'histoire. Alors, pourquoi ils ont été témoins assistés? Parce qu'en fait, Dominique Pellicot, sur ces 2 cas, a créé le dossier à l'avance. C'est-à-dire que vous savez que Dominique Pellicot avait répertorié ses contacts. Oui. Donc, en répertoriant ses contacts, il y avait ces 2 individus qui étaient désignés par le pseudo qui avait été donné avec la date de leur potentielle venue. Ils ne sont pas venus et pour cause, le dossier était vide. Si bien que ils ont été placés sous le statut de témoin assisté parce qu'à un moment donné, il fallait peut-être vérifier si oui ou non le fait que le dossier soit vide soit vraiment l'expression de la réalité ou si ça soit la conclusion d'une manipulation quelconque qui aurait pu vider le dossier et qui soit vraiment venu. Mais le fait est, c'est qu'ils ne sont pas venus et qu'ils ont considéré que la proposition n'était pas du tout adaptée à une relation sexuelle classique ou Comment libertine. Dominique Pellicot qualifie aujourd'hui les actes qu'il a commis? À d'immonde. Enfin, je veux dire, oui, Dominique Pellicot, il a aujourd'hui le recul nécessaire de se dire que ce qu'il a fait est immonde, mais ce n'est pas l'effet du 2 septembre et l'effet mondial qui fait que Dominique Pellicot parle comme ça. Dès le départ, dès qu'on a été auditionné, interrogé, quand on se voyait, j'en suis à peu près à une centaine de visites avec Dominique Pellicot, c'est un homme qui regrette et qui sait que ce qu'il a fait est impardonnable et que c'est alors, pardonnez-moi, nous sommes à l'antenne, mais qui est dégueulasse. Bien sûr, il le sait, tout à Il fait. y a un fait sur lequel, pardon Dominique, Dominique Pellicot n'a pour l'instant peut-être pas tout dit, ou en tout cas c'est ce que disent ses proches, et notamment sa fille. Bien sûr. C'est sur les photographies trouvées de sa fille, qui pense qu'elle a peut-être été abusée par son père, qu'elle a peut-être au moins, à minima, été photographiée, manipulée. Et sur ce point-là, Dominique Pellicot ne lâche pas. Non, il lâche pas parce que, d'abord, Dominique Pellicot n'est pas renvoyé devant la juridiction pour des faits d'administration de substances et de violences sexuelles à l'encontre de sa fille. Il est renvoyé pour Caroline Pellicot pour des faits de captation d'images impudiques, d'accord? Donc l'instruction n'a pas démontré que Dominique Pellicot a pu être l'auteur de quoi que ce soit à l'égard de sa fille. Les photos en soi sont déjà Suffisantes, terribles. bien sûr. Nous Pourquoi sommes pas d'accord. plus sur ce point-là? On a Sauf bien que- compris que sa fille en avait besoin. Tout à fait. C'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que j'ai essayé de lui dire à la barre, en disant qu'à partir du moment où il avait reconnu les faits à l'encontre de son épouse, c'est pas 2 photos de Caroline qui allaient faire basculer les choses. Mais pour autant, quand on en a parlé et quand je l'ai re-questionné à la barre, il m'a dit qu'il n'était pas l'auteur de ces photos. Voilà. Donc il est dans une position, et je peux vous assurer que nous avons beaucoup parlé de Caroline. Il est dans une situation où, pour l'heure, il me dit qu'il n'a pas commis quoi que ce soit à l'égard de Caroline. On se demandait tous les deux, vous êtes à l'audience avec lui. Tous Oui. les jours, on suit BFM TV, Alexandra González-Balaba, Mélanie Bertrand, qui sont nos fait. journalistes qui partent sur place. Pendant les interruptions d'audience, est-ce que vous passez avec lui? Est-ce qu'il va dans un couloir? De quoi parlez-vous? Est-ce que vous allez le voir quand il repart le soir? Où est-ce qu'il va dormir? Est-ce que vous le voyez en dehors des audiences? Et si oui, dans ces moments-là, de quoi vous parle-t-il? Vous refaites le point sur ce qui vient de se passer, l'heure d'audience qui s'est écoulée, ou Alors, pour nous emmener dans un peu d'intimité avec lui et voir ce personnage? Le matin, en général, j'arrive au tribunal et j'ai à peu près un quart d'heure, 20 minutes d'avance qui me permet de pouvoir aller le rencontrer dans les geôles. Je discute avec lui de la journée à venir et je discute avec lui de la veille. Entre les suspensions, je le rencontre pas forcément parce que lui doit descendre dans les geôles. Moi, il y a des petits moments d'audience, donc des petits moments de suspension, donc c'est un peu compliqué de se rencontrer pour pouvoir se poser. J'essaie de revoir à 14h, avant l'audience de 14h, mais après, je dois aller le voir au centre de détention pour vraiment avoir un échange posé, tranquille, à l'abri de ce brouhaha de l'audience. Voilà. Mais nous avons un contact très régulier, oui, bien sûr. Très régulier. Et... Pardon, elle nous amène à un point essentiel que vous commenciez à aborder en parlant de Caroline. C'est votre rôle dans ce procès. Sur Caroline, comme sur le reste, est-ce que vous concevez votre rôle comme quelqu'un qui doit
le pousser, l'accompagner, ce sera probablement plus juste, dans la vérité, l'accompagner à parler, l'accompagner à tout dire. Est-ce que c'est ça votre rôle ou c'est le défendre? C'est les deux. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, d'abord, on n'est pas dans une défense de rupture, vous l'aurez compris, hein, donc on est sur un accompagnement. J'ai dit à monsieur Pellico, quand on a démarré cette audience, je lui ai dit 2 choses. La première, c'est que vous et moi contre le monde entier, parce que je savais que je serais très seule. Et la deuxième, c'est que je souhaite qu'on parte de cette audience avec une madame Pellico apaisée, peut-être une Caroline Pellico apaisée également, et lui qui aura dévoilé les raisons de ce passage à l'acte. Je voudrais que toute la lumière soit faite sur ce dossier, sur cette affaire, et que nous puissions partir de là tous apaisés. Je pense que c'est le terme adéquat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pas envie qu'il reste des zones d'ombre de l'affaire Dominique Pellico Amazon. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, c'est les deux. L'accompagner vers la vérité qu'il doit à tout le monde, et à la cour en premier, à ses juges, et le défendre de quoi? Le défendre peut-être de ce que les uns et les autres peuvent dire de lui, qu'il serait un menteur ou un manipulateur, parce que Voire ça un c'est... monstre. Mais ça c'est... On est d'accord, je veux dire, je Non, veux ce sont des mots simplement qui essayer sont de utilisés. redonner. Il doit y réagir, il doit l'entendre qu'on le qualifie de monstre. Bien sûr qu'il l'entend, bien sûr qu'il l'entend. Il ne peut pas le contester en soi, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux essayer de lui faire redonner un peu de dignité humaine dans tout ce marasme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un individu qui a fait ce qu'il a fait, mais de l'autre, on a un individu que les gens connaissent et que les gens apprécient. Et pourquoi l'un et pourquoi l'autre? Je veux arriver à faire en sorte que un, qu'on soit apaisé, et deux, que la vérité, l'entière vérité soit faite là-dessus. Maître, sur l'atmosphère du procès, il y a des images terribles qui sont diffusées. Je reparle encore de nos envoyés spéciales, mais elles sont vraiment meurtries comme tous ceux qui voient ces images. Comment ça se passe? Alors, le dossier en lui-même, le procès en Les lui-même, images, les vidéos. quand vous voyez Les ces vidéos des images, viols. c'est très lourd. quand lui les voit, quand les gens dans la salle les voient, C'est très très lourd. Bien sûr que c'est lourd et que c'est pesant. Alors, moi, les images, je les avais déjà vues. Il y a tous ceux qui les découvrent à l'audience, pour cause, hein, qui ne les connaissaient pas. Moi, je les connaissais de par la préparation de ce dossier, de l'instruction que nous avons vécue avec monsieur Pellico. Mais bien sûr que l'ambiance est pesante. Bien sûr que l'ambiance est lourde. Ce sont des vidéos qui choquent. On ne peut pas dire le contraire. Ce sont des vidéos qui sont... ce sont des scènes sexuelles en dépit du bon sens. Vous avez une femme qui est totalement inanimée et vous avez un homme qui est sur cette femme à faire ses affaires, pardonnez-moi de l'expression, mais entre guillemets à faire ses affaires. Bien sûr que ça choque. Bien sûr que c'est choquant et que c'est pesant. Vous avez d'ailleurs, il y a eu tout un débat sur la diffusion des vidéos qui a monopolisé un grand temps la cour criminelle. Je ne peux pas répondre à votre question plus simplement que de vous dire c'est très très pesant, bien évidemment. Vous disiez, et on va en finir par là, je lui ai dit, c'est moi et lui contre le reste du monde. Oui. C'est effectivement un peu le cas. Comment ça se traduit pour vous? Est-ce que vous rencontrez des difficultés au quotidien? Est-ce que vos proches, est-ce qu'on vous retrouve dans la rue? Est-ce qu'on vous dit des choses? Est-ce qu'on vous fait des reproches? des menaces. Des menaces. Non. Alors, d'abord, j'ai la chance d'être accompagnée par mon conjoint. Donc, je ne suis pas seule. On l'a vu, il est baraqué. Hein. S'il vous entend, je ne sais pas ce qu'il va dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Je suis déjà pas seule. Je débriefe beaucoup avec lui. C'est assez important parce qu'au moins, on peut réfléchir. Et puis, il a un point de vue totalement extérieur. Donc, il me donne son point de vue à la fin de chaque audience. Après, des menaces, ouais, j'ai eu des petits appels au cabinet que ma secrétaire a réceptionné et elle a raccroché immédiatement en comprenant que c'était des insultes à venir. Donc, voilà. Après, des menaces proprement dites, non. J'ai des gens qui m'ont laissé des messages en me disant on ne comprend pas pourquoi vous agissez comme ça. Il y en a même un qui m'a dit qu'il soit défendu, c'est une chose, mais avec une telle ténacité, ça dépasse l'entendement. Voilà, des petites choses comme ça. Physiquement, non. J'ai pas eu de problème particulier, mais j'ai eu des mots. J'ai eu des écrits, j'ai eu des appels téléphoniques, oui. Mais c'est pas dérangeant, ça. C'est l'expression. J'ai pas de réseau, donc je fréquente pas les réseaux. Mais je sais que, parce qu'on me le dit, hein, fatalement, que dans les commentaires, il y a de tout. Il y a des gens qui apprécient ce que je fais, il y a des gens qui contestent totalement ce que je fais.
Ça fait partie du jeu, si je puis dire. Donc Vous ne ça ne regrettez m'effraie pas? pas. Pardon? Vous ne regrettez pas? Rien du tout. Absolument pas. Non, je peux pas regretter. Je fais mon métier, j'essaie de le faire comme je le fais, mais je ne peux pas regretter ce que je fais, bien évidemment. Au contraire. Merci beaucoup, maître. Je vous en Merci prie. d'être sur le Merci. plateau d'affaires suivantes